twabuze inshuti n'abavandimwe twibuka abo twuzuye nyuma tugatandukana abo twataramanye mu bihe by'ibyishimo benshi ntibakiriho hehe no kubonana benshi ntibakiriho hehe no kubonana ndagusabye tubibuke abo twareranywe twiganye batashye igihe kitageze iwabo wa twese abazize urusanzwe nibo bake muri benshi. Bonjour, bonsoir, chers auditrices, chers auditeurs, selon où vous êtes. Aujourd'hui, on est très chanceux d'être avec vous encore. Mon nom c'est Flora Kalenzi, vous avez l'habitude de me voir. Je vais animer cette émission. Nous sommes ce soir avec l'abbé Thomas Nahimana, président du gouvernement rwandais en exil. Nous sommes accompagnés aussi par Joseph Nahayo, ministre de l'Intérieur et du Développement communal. Et nous avons aussi la chance d'être accompagnés par Monsieur Jean-Jacques Bosco, criminologue. On vous aime beaucoup, on vous salue. On va commencer notre émission par vous saluer. Je donne la parole à l'abbé Thomas Nahimana pour vous dire bonjour. À vous la parole, monsieur l'abbé. Je commence donc par dire bon anniversaire, Madame Flora, puisque c'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous souhaiter un joyeux anniversaire et de l'annoncer d'ailleurs à vos amis. Vous allez, ils sont nombreux, vos amis, des gens qui vous aiment et qui aimeraient bien vous souhaiter un bon anniversaire. Alors je dis bonjour aussi à tous les auditeurs et auditrices de ICI TV et qui sont là pour nous écouter toujours généreusement et transmettre même le message que nous émettons ici même. Je vous remercie, je serai très heureux d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, c'est très gentil et bien apprécié. Monsieur Jean-Jacques Bosco, vous pouvez saluer notre auditeur, s'il vous plaît? Oui, donc merci Madame Ministre Flora Karenzi. D'abord, comme Monsieur l'abbé vient de le dire, et je formule également mes vœux d'anniversaire à votre endroit, d'autant plus que ma femme également aura son anniversaire demain, donc c'est un très bon rappel pour moi, vous êtes boudés des taureaux. Alors, donc, en passant, outre que cela, j'aimerais saluer également les auditeurs de cette radio ici, Nigerou, donc qui puissent également donc, nous suivre massivement et en même temps, donc, qui puissent poser également des questions, sinon des questionnements. Alors, donc, je suis persuadé qu'avec les intervenants dans cette émission, à savoir Monsieur l'abbé président du gouvernement en exil, Père donc l'abbé Nahimana, et également je pense que vous m'avez déjà soufflé que nous sommes avec quelqu'un d'autre. Voilà, également je lui dis bonjour et enfin on va voir une émission bien achalandée. Je vous remercie et je vous repasse la parole Madame Flora Karenzi. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à ta femme aussi. Tu vas transmettre nos vœux sincères à ta femme. On l'aime beaucoup. J'ai eu la chance de parler avec elle au téléphone. On est encore avec Monsieur Joseph Nahayo, ministre, comme je vous l'ai dit, c'est le ministre de l'Intérieur et du Développement communal au gouvernement rwandais en exil. C'est beaucoup d'honneur. Ce soir, vraiment, on est très content d'être avec toi, Joseph Nahayo. Vous pouvez saluer notre audience, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup Flora, merci beaucoup pour m'accueillir. Je commence justement à te souhaiter un joyeux anniversaire
comme tout le monde l'a dit. Et j'adresse un bonjour aux auditeurs de ces Mijourou ou Ciel et Terre. Et je dis bonjour et bonsoir à mes compatriotes qui sont au Rwanda ou partout dans le monde entier. Voilà, j'espère que nous allons avoir une bonne émission. Merci beaucoup. Oui, sans doute, ça va être vraiment une très bonne émission. D'ailleurs, on a vraiment un thème très intéressant, un thème qui dit Rwanda, atmosphère de règne. On se pose plusieurs questions, mais on va d'abord commencer par voir, selon vous, quels sont les signes qui prouvent que le gouvernement au pouvoir est dans ces derniers jours. On va commencer comme d'habitude par l'abbé Thomas Naïmana. C'est à vous la parole. Alors, le thème est effectivement très très intéressant. Rwanda, atmosphère de fin de règne. Et vous nous posez des questions aussi, des signes avant-couleurs ou des signes bien précis qui montrent que le gouvernement, disons le règne de Paul Kagame, de feu Paul Kagame, vit ces derniers jours. Alors, vous savez, il se passe des choses quand même au Rwanda. Il se passe des choses très très graves et des choses qui montrent que quelque chose de très important a changé. Je dirais certainement pas tous les signes, mais il y a un signe qui ne peut pas échapper à personne, qui n'échappe à personne en fait. Et c'est l'absence même du dictateur Paul Kagame. Vous êtes sans ignorer qu'un dictateur, ça occupe de la place. Un dictateur totalitaire, comme le fut Paul Kagame, c'est quelqu'un qui a besoin d'occuper tout l'espace. Il ne donne aucune chance à quelqu'un d'autre d'émerger, à aucun autre leader d'émerger. Il ne prépare jamais son successeur ou ses successeurs. Il se croit éternel et voudrait que tout le monde, que tout le peuple le croit éternel. Donc la première préoccupation d'un dictateur, c'est comme Hérode. Vous savez ce que Hérode a fait, notre ami de la Bible. Il a assassiné tous les opposants et puis il a toujours assassiné même des enfants sur qui portait l'espoir du peuple. C'est comme ça que Jésus a failli être assassiné alors qu'il venait de naître. Paul Kagame a fait exactement la même méthode et les dictateurs sont toujours les mêmes. Il y a un philosophe italien qui l'a dit, les dictateurs ils ont leur manière, en tout cas ils ont leur façon de faire. Alors ces derniers jours, depuis la mort de Kizito Mihigo, on a constaté quelque chose. Il y en a qui m'ont jeté un tout petit peu des pierres parce que j'avais fait une petite malédiction à l'endroit de Paul Kagame, parce que j'étais fâché tout simplement parce qu'il venait d'assassiner notre ami Kizito et j'avais prononcé, en fait c'est une vraie malédiction, mais je n'y croyais pas beaucoup, je ne savais pas si ça allait tenir, si ça allait prendre, apparemment ça a pris en fait, parce que depuis on n'aura plus revu en public. Bon. Je ne sais pas si c'est pour cela, mais l'assassinat de Kizito suffisait en lui-même à être une malédiction pour quelqu'un qui l'avait commise, et c'est Paul Kagame. Donc, depuis ce temps-là, évidemment, si le monde est tombé, notre malheur, c'est le Covid-19, mais on ne peut pas justifier justement l'absence de Paul Kagame par le seul Covid-19, alors que tous les autres leaders du monde en ont profité pour sortir, pour s'approcher de leur peuple, pour montrer qu'ils étaient très généreux, qu'ils étaient très présents, alors que malheur frappait leur peuple. Ce fut plutôt très mystérieux que le dictateur comme Kagame puisse être absent en ce moment-là, alors qu'il pouvait en profiter pour montrer qu'il était le dieu des Rwandais depuis toujours, que s'il n'était pas là, tout le monde allait mourir du Covid-19, donc il a disparu. Mais ce n'était pas à cause de ça. Donc, on a eu des informations, j'étais parmi les premiers qui ont annoncé ces informations, qu'il était tombé gravement malade, qu'il avait eu un cerveau complètement désintégré. Ce sont disons, les médecins israéliens qui lui ont déclaré ça à sa famille, et puis depuis, on sait qu'il était mourant, et qu'il est probablement mort entre-temps. Il y en a qui n'y croient pas, moi j'y crois beaucoup, mais quoi qu'il arrive, il est absent du pays. Il n'occupe plus la place qu'il occupait, c'est-à-dire toute la place au pays. Et là,
le désordre qui est dans le pays justifie justement ou montre très clairement qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Donc pour moi, le signe le plus important, c'est l'absence de Kagame qui montre que son règne est en fait de vie. Surtout que le dictateur, il vit par quoi? Il vit par la terreur. Il vit par sa présence omniprésente. Enfin, omniprésente, j'allais dire, c'est me répéter. Mais s'il n'est plus là, s'il ne fait plus peur à personne, mais c'est fini son règne. Je vais laisser aux autres de compléter peut-être d'autres signes plus importants. Mais moi, l'absence de Paul Kagame, plus de 14 mois, eh bien c'est sa mort. C'est synonyme de sa mort, je n'en doute même plus. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Vous l'avez déjà mentionné dès le début, je crois au moins que c'est à partir du mois de mars que vous avez commencé. 2020. Oui, 2020. Et même aujourd'hui, tout le monde, sauf celui qui ne veut pas le voir ou qui ne veut pas, je ne sais pas, pour plusieurs raisons. Mais tout le monde le voit. On voit que le président ne signe même pas les documents officiels. On ne le voit pas dans les événements qui sont officiels. Là où il doit être, il n'est pas là. Mais seulement, il se montre dans des vidéos manipulées. Beaucoup de choses montrent l'absence du président, mais je vais vous laisser la parole pour ajouter, Monsieur l'abbé vient de nous souligner l'un des signes qui montre que le président est absent, c'est juste qui montre que le règne est à ses fins, c'est juste l'absence du président, l'absence de Paul Kagame. Je vais donner la parole aussi à Monsieur Jean-Jacques Bosco. Est-ce que vous aussi, d'après vous, il y a des signes qui vous montrent qu'on est vers la fin de la ligne de Paul Kagame? D'accord, donc merci beaucoup Madame Flora Karenzi, et également ministre de l'Information au sein du gouvernement en exil. Donc, très rapidement, je dirais que je vois ce que monsieur l'abbé a appelé les signes avant-coureurs, mais je les appelle également les signes précurseurs. Autrement dit, c'est quoi? C'est que il y a l'absence dans les institutions. Ça, c'est pratiquement le numéro 1 sur le menu. Il y a également la prise en main dans les institutions par donc les citoyens. Et enfin, le troisième déterminant, c'est que il y a le distancement de la communauté internationale vis-à-vis du régime dictatorial de Kigali. Maintenant, je vais les illustrer, donc, comme je viens de les mentionner. D'abord, quand nous parlons de l'absence des institutions, c'est pratiquement le pouvoir exécutif dirigé par le président qu'on n'a jamais vu, disons effectivement depuis 1 an et demi. Comme vous venez de le mentionner, il est seulement vu dans des vidéos manipulées. Parce que à l'époque, le président rwandais, il occupait pratiquement toutes les fonctions. Il était balayeur des rues, il était peut-être secrétaire partout, il était ministre-préfet, il était pratiquement ministre plénipotentiel de tous les ministères, il était le chef de l'armée, il était le chef de sa famille et de toutes les familles. Il était pratiquement omniprésent, autrement dire, il était partout 24 heures sur 24 heures. Maintenant, on ne le voit que sur des vidéos. Ça, c'est un signe. De deux, au niveau des institutions, je pense, et je ne me souviens pas, s'ils ont plus de... J'imagine qu'ils ont plus de peut-être 15, 17 grands ministères. Mais on ne voit aucun ministre prendre un engagement, aller apaiser le peuple ou même prendre des initiatives dans son secteur ou dans le ministère ou quel contrôle. Alors, mais au niveau du Sénat, ça nous sommes en train de parler du pouvoir donc législatif, là où les gens devaient faire des lois et autres. Le Sénat ne fonctionne plus, je ne sais même pas pourquoi ces gens sont toujours payés. Maintenant, quand nous rentrons peut-être dans le système judiciaire, et surtout qu'il y a des procès, on voit que des procès sont mal gérés, non seulement ça, donc, c'est comme il n'y a aucune loi, aucun juge, aucun
donc, aucun système judiciaire criminel. C'est comme donc tout pratiquement est dans la rue. Ça, c'est au niveau dans les institutions. Vous l'avez tout à l'heure mentionné que tout ce qui est donc les ordres au niveau de l'exécutif, où les lois sont signées donc par délégation, à savoir c'est le Premier ministre à la personne de Ngirende qui signe ces documents. C'est ce que nous voyons donc les communiqués. Maintenant, on passe par la prise en main donc des institutions par le peuple. Quand par exemple la police appréhende ou essaie donc d'arrêter injustement un citoyen, c'est le peuple qui est dans la rue, c'est les gens de Kangondo qui revendiquent donc leurs droits, même sans être écoutés et sans vraiment entendre de qui que ce soit au niveau de l'autorité. Ceci dit, maintenant, quand vous voyez les Rwandais disent ce qui ne va pas, à l'époque, ils étaient muselés parce que le président avait un œil sur tout le monde. Ça, c'est au niveau donc du point de vue. Le troisième point, c'est le distancement de la communauté internationale. Quand je parle de la communauté internationale, c'est pratiquement les puissances, les grands pays comme l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Allemagne et autres, qui ont soutenu le mensonge de Kigali. Alors, donc, dernièrement, c'est l'Angleterre et les États-Unis qui ont même changé l'appellation donc que le Rwanda s'était érigé de dire qu'il y a un génocide des Tutsis, alors qu'à l'époque c'est un génocide des Rwandais. Maintenant, est-ce que je suis en train de nier qu'il n'y a pas eu de génocide de Tutsis? Non, il y en a eu, comme il y a eu un génocide donc perpétré sur les Hutus. Mais donc tout cela montre que pratiquement le régime de Kigali est à l'agonie. Alors si je vous retourne la parole, ce serait quand même gentil parce que vous m'avez laissé le soin donc de développer ce thème. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez parlé, vous avez souligné, vous aussi, la disparition, l'absence des institutions. En plus de ce que l'abbé Thomas avait mentionné aussi, absence de Paul Kagame, vous avez ajouté l'absence des institutions. C'est quelque chose qui est très remarquable et vous l'avez bien développé. Je ne vais pas aller en détail. Je vais aussi donner la parole au ministre Joseph Nahayo pour aussi nous expliquer la situation. À vous la parole, monsieur le ministre. Je vous remercie, Madame Flora Kalezi. En fait, je vais rebondir à ce que monsieur l'abbé a dit sur l'absence du dictateur Paul Kagame. Je vais vous expliquer qu'en 2019, l'avion présidentiel a effectué des déplacements, 59 déplacements en toute une année. L'année 2020, il n'a pas effectué même pas 10. Cette année, il n'y a pas même 5. Voilà, donc c'est déjà remarquable. Donc, nous, au gouvernement, nous avons dit haut et fort que le dictateur n'est plus. Donc, il est mort physiquement et politiquement. Ça, on ne revient pas. Ici au gouvernement, on n'en discute pas. Voilà. Donc, un autre signe, c'est la teneur, c'est le climat de terrain qui est au Rwanda. Monsieur Jean-Jacques vient d'en parler. Les gens de Kangondo qui on a détruit les maisons sans compensation. Les gens, ils crient haut et fort en disant voilà, nos maisons ont été détruites, et pourquoi le gouvernement ne nous donne pas l'expropriation, tout ça, mais rien, le gouvernement de Kigali est sous les nuées devant la justice des Rwandais. Ça aussi. Et notre signe aussi, c'est que le FPR, depuis 90, quand il a commencé la guerre de 90, il disait qu'il vient sauver les Tutsis qui étaient à l'intérieur du Rwanda. Maintenant, à l'heure actuelle, les Tutsis
ils ont découvert que le FPR les a beaucoup menti en disant, voilà, vous n'êtes pas notre sauvé, vous êtes notre gourou. C'est déjà grand-chose pour moi. Et puis, un autre signe, c'est que les gens, la population en général, la population commence à sortir dans la coquille de la peur. Chaque fois, ici, à la télévision, ici, les journaux, M. Labbé, quand il commence, quand il fait son émission, il dit réveillez-vous, réveillez-vous, il faut revendiquer vos droits. Ce n'est pas l'OFP qui va vous donner une assiette, c'est vous-même il faut la liberté s'acquiert. Donc il faut se battre pour en avoir. Voilà, donc je pense que les gens commencent à sortir de la coquille de la peur. C'est déjà pour moi beaucoup, ce sont des signes qui montrent que justement le régime est à la sortie. Quoi. Donc le régime est à la fin de ce régime. Je vous passe la parole au Normandie. Merci beaucoup, Joseph Nahaye, ministre dans notre gouvernement rwandais en exil. Vous avez souligné, vous avez mentionné la terreur, juste vous avez complété ce qu'avait dit M. Jean-Jacques Bosco. C'est vraiment honteux ce qui se passe au Rwanda. C'est la honte. Avant, on le faisait en cachette. Maintenant, on le fait vraiment devant tout le monde. Ça aussi, c'est une des signes qui montre qui prouve que le Rwanda est vers la fin. On approche la fin du pouvoir. On va avoir une petite vidéo ici qui va montrer vraiment les crimes qui se font devant tout le monde. C'est juste la mafia qui dirige le pays. On va voir une minute et vous allez voir la vidéo. n'abasirikare Je ne sais pas si tout le monde a bien vu, a bien regardé la vidéo d'une personne qui dit la paix. Aux yeux de tout le monde, au vu de tout le monde était là, mais vous avez vu une bande de, je sais pas, des mafias, je sais pas, qui prennent une personne comme un objet. On vote devant tout le monde. Ils n'ont même pas honte de le faire devant tout le monde. Et ça commence à être vraiment... ils exagèrent, ils font des choses qu'ils ne faisaient pas quand Paul Kagame était là. On n'a jamais vu des choses pareilles. Ça prouve aussi que Paul Kagame n'est plus là. Avant de passer à la prochaine question, j'aimerais lire rapidement les messages qui sont dans le chat. Si vous avez des commentaires, vous allez les ajouter avant de passer à la prochaine étape. Il y a nos amis Eric, Kalinou, Goodman, Freddy qui nous saluent. Merci beaucoup. On vous salue aussi. Il y a ZH, il y a les gens qui me souhaitent joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Il y a juste des petits messages. L'autre Eric qui dit maintenant c'est le masque Kagame qui assure le rôle présidentiel. Il y a aussi ZH qui dit elle dit à Kinyarwanda Mbesenge mvuye kwa padri muri cuisine ok. Il dit encore d'après Gisof Kibuye Kagame va assister au sommet de Paris par vidéoconférence.
Karinou dit honorable au plateau Zoom qui va être délégué pour représenter le président le président défunt rwandais. Il y a Karinou dit encore, c'est Karinou qui répond à Eric, et c'est vrai, je croyais que Kagame masqué avait confirmé sa venue dans la capitale française. Il y a Marie-Jeanne Mukamuranga, on te salue Marie-Jeanne, qui dit plus d'un an que Kagame est disparu sur la scène politique et absent dans ses fonctions. Il n'apparaît que dans les vidéos manipulées pour justifier sa présence ou qu'il est en vie. C'est vrai, parce qu'on a discuté c'est ça aussi, c'est vrai ce que tu dis, Marie-Jeanne. Il y a aussi Kalinou qui dit c'est vraiment dommage que les grandes puissances dissimulent les informations qu'ils ont aussi de l'état de santé de Kagame. Je pense qu'un jour, ça va être un problème sérieux. Ils vont répondre au Rwanda. Il y a des comptes à rendre, je pense. Ok, on va. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à propos des commentaires que je viens de lire avant qu'on prenne la deuxième question? Absolument. Ok. Et la prochaine question. Vous avez quelque chose à dire? Je n'ai pas bien entendu. Oui, c'est-à-dire ça. Ok, allez-y. Bon, je ne sais pas la véracité du commentaire qu'on vient de lire à propos de la présence de Kagame à Paris, mais ça me fait rire, ça me fait sourire un tout petit peu quand même. Hein. Parce que depuis des mois, on a dit qu'il ne sera pas à Paris. Tout le monde se rappelle qu'on l'a dit. Et il ne peut pas être là, parce qu'il n'est plus en vie, tout simplement. Mais imaginez toute la campagne qu'ils ont manipulée, qu'ils ont montée. Vous pouvez peut-être vous imaginer de l'argent qu'ils ont payé à Jeune Afrique pour dire qu'il sera à Paris. Avec quel généraux il va parler. Tout cela, on voyait que c'était de la manipulation. Non, simplement, ils vont dire, voilà, il va assister, mais à distance, on ne donnera jamais de raison. Pourquoi il refuse, il renonce à la table d'honneur de Paris. Alors qu'il en a besoin. Ça fait plus d'un an qu'il n'est pas sorti. S'il était aussi vivant, s'il pétait de vie comme on dit, comme on le montre dans les vidéos, eh bien, il serait très heureux d'être à Paris. On avait même lancé un mensonge en disant qu'il sera là avec sa femme, eh bien, on les attend. Ce n'est pas le commentaire qui va nous faire changer d'avis, mais on les attend. Il faut qu'on contredise le commentaire de Youssouf Kilouye. Il faut que Kagame soit à Paris quand même. On l'attend. Voilà, mais il ne sera pas là, tout simplement. Avant de donner la parole à Jean-Jacques Bosco, il y a un autre commentaire. Madame la ministre, c'est vraiment donc c'est pour corroborer à ce que donc le père Monsieur l'abbé Naïmana vient de dire. Il suffit franchement, il suffit d'être dingue pour croire que l'ancien président est en vie politique. C'est vrai, peut-être, il serait, ça c'est le conditionnel. Il serait peut-être en vie normale, mais il n'est plus en vie politique. Ça fait un an et demi, on ne le voit plus. Alors donc, prétendre tout ce que nous appelons ces fantasmes, pour moi c'est une aberration. Vous pouvez continuer. Oui, c'était juste un petit commentaire intéressant que je venais de lire de Eric qui dit la vidéo que vous venez de nous montrer prouve que le siège présidentiel est vacant. Il y a Kabila qui a dit aussi que Kagame est bel et bien mort. Il ne reste plus qu'en photo et vidéo. Il y a aussi Rwanda Betty qui a dit que Kagame est mort, ce n'est plus un secret. Vous pouvez continuer, vous pouvez y aller, monsieur le ministre, vous pouvez ajouter quelque chose aussi. Oui, merci Claude. En fait, Kagame n'est plus justement parce que c'était hier que le président y avait l'investiture de Kabuta Museveni, mais Kagame n'était pas là. Vous imaginez, dans la région, il y a le président du Congo qui était présent, le président du Burundi était présent, le président tanzanien était présent. Voilà, sauf Kagame. C'est pas normal,
c'est pas normal. Les gens qui nous disent qu'il est à vie, nous, franchement, nous, on a dit, depuis un an, plus d'un an, qu'il est pris sur le 6 mois. Donc, voilà. Mais on attend à Paris, le 17 et 18. Donc, voilà. Et le Kagame qu'on connaissait, c'est le Kagame qui aimait la table d'honneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Kagame qui acceptait qu'on signe tout le temps à son nom. D'ailleurs, le ministre, on a transformé son nom de famille. On dit que signe, au lieu de dire, il s'appelle Dylan, mais on a nommé un signe, c'est-à-dire, comment je vais signer? Mais c'est vraiment bizarre, c'est pas vraiment quelque chose de rigolo, mais on n'a pas d'autre choix que de rire. Il y a la dernière question que je vais vous demander, c'est juste que doit faire la population rwandaise et les voisins pour pousser le gouvernement au pouvoir à abandonner et laisser le pouvoir aux autres politiciens comme nous qui veulent la paix et la reconstruction du pays. C'est juste l'avant-dernière question, la dernière, ça va être un petit message que vous allez donner. Je commence par l'abbé Thomas Naïman, à vous la parole. Que doit faire la population, que doit faire le peuple? Le peuple, il a toujours le dernier, il devrait au moins avoir le dernier mot. Si le peuple trouve qu'il est abandonné à lui-même, si le peuple trouve que ses droits les plus fondamentaux sont bafoués continuellement, et si par chance il découvre que le dictateur est en difficulté ou n'est plus là, eh bien c'est une opportunité, un signe pour le peuple de se lever et de faire quelque chose. Évidemment, ça ne se fait pas automatiquement. Et c'est le rôle des leaders de pouvoir organiser le peuple, de pouvoir l'éclairer. C'est toujours les philosophes des Lumières qui commencent, qui disent au peuple, qui donnent d'abord. C'est les journalistes, hein, comme Madame Flora parfois, quand elle n'est pas ministre, elle est vraiment journaliste, Madame Flora. Et on l'aime comme ça. Donc, les informations qu'on donne au peuple, parce qu'on n'a pas toujours, le peuple ne maîtrise pas toujours les mensonges qui lui sont imposés par les pouvoirs dictatoriaux ou totalitaires comme celui de Paul Kagame. C'est pour ça qu'il faut parler. Il ne faut pas. Aujourd'hui, c'était la parole de Dieu à l'Église. C'était les actes des apôtres 18 à partir de la ligne 9, du verset 9. Et c'est amusant. Parce que c'est le Seigneur Jésus ressuscité qui a apparu à Paul pour lui dire: eh bien, n'aie pas peur, ne crains pas, ne te tais pas, n'arrête pas de parler, parce que je serai à côté de toi. Je pense que pour les leaders aujourd'hui, c'est le message le plus révolutionnaire actuellement. Le leader nous avait imposé un silence assourdissant, il fallait se taire. Ils ont assassiné les nôtres, on ne devait rien dire. Ils ont spolié nos biens, on ne devait rien dire. Mais aujourd'hui, les langues commencent à se délier et devraient complètement se délier pour parler. Et ça, c'est vraiment le premier pas. Il faut que le peuple puisse parler, à commencer par les leaders. Ne pas se taire, ça signifie la même chose. Et continuer toujours à dire quelque chose, à parler. Et à dire au peuple comment s'organiser. Ça commence toujours petitement, mais quand les gens sont... Il y a un mot anglais que j'aime. Mais je ne parle pas aussi bien anglais que Jean-Jacques Bosco. Et je ne sais pas si on dit aware. Oh, ok. It's aware. To be aware. To be aware. When the people is aware, okay, that is good. Quand la conscience du peuple se réveille et qu'il se rend compte qu'il est en danger et que surtout le chasseur devient peut-être, comment on dit, il y a un proverbe qui dit quand le chasseur se transforme lui-même en proie. Donc, c'est ce qui se passe au monde en fait, sauf que le peuple ne sait pas encore réellement. Le pouvoir a peur. Parce que tout le pouvoir s'était construit sur une personne, sur un dictateur. Le pouvoir était construit sur Paul Kagame, c'est pour cela que c'était un pouvoir fragile, malgré des apparences de totalitarisme sans précédent.
Mais le pouvoir était fragile puisqu'il était fondé sur une seule personne. Et bien, cette seule personne qui est Paul Kagame est tombé malade, il est mort, et on ne sait pas comment le remplacer en fait. Le pouvoir, j'allais utiliser un mot qui n'est pas peut-être très correct, mais si j'étais quelqu'un de la rue, je dirais que le pouvoir est dans la merde, complètement. Le pouvoir de Kigali. La clique de Paul Kagame, ils ne savent pas sur quel pied danser, parce qu'ils ont commis des crimes partout dans la région. Ils ne peuvent même pas faire de coup d'État parce que personne ne va les soutenir. On doit s'attendre à tout dans la région, et c'est pour ça que le peuple doit faire attention. Il doit faire attention, mais il ne doit pas rester les bras croisés. Il doit savoir pousser ce régime pour qu'il s'en aille assez rapidement. On est là pour aider, on est là pour conseiller, on est là pour parler et ne pas se taire. Mais il est temps de faire tomber ce régime. Merci. Merci beaucoup, l'abbé Thomas Nahimana. J'espère qu'ils ont bien entendu votre message. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Jean-Jacques Bosco? Oui, Madame ministre Flora Karenzi. Donc, peut-être ça va vous étonner, mais j'ai l'avantage de vous demander de me lire encore la question. Non pas parce que je ne l'ai pas entendue, mais parce que je ne l'ai pas saisie dans toutes ses dimensions. Voudriez-vous la répéter, s'il vous plaît? Ok, ça fait partie de ma présence ce soir, c'est vraiment avec plaisir. Je vous ai demandé en fait que doivent faire la population rwandaise et les voisins pour pousser le gouvernement au pouvoir à abandonner et laisser le pouvoir aux autres politiciens qui veulent la paix et la reconstitution du pays. Voilà, merci beaucoup. En principe, je vous ai reposé la question, pas parce que je ne l'avais pas entendu, pas vraiment pas ça, parce que je voulais expliquer le concept de population. Quand les gens disent la population, par défaut, les gens donc entendent ou comprennent le peuple donc des villages, ce que nous appelons les agriculteurs ou donc les gens avec des petites fonctions, y compris même à Bazunguza. Ce n'est pas vrai. La population, dans son terme, veut dire toute personne qui pense qu'il exerce donc le pouvoir. Alors, dans cela, c'est toute personne qui peut élire ou choisir ou donc hériter un gouvernement. Alors, quand nous parlons de la population, nous sous-entendons l'armée. Nous sous-entendons donc les gens de l'exécutif, autrement dit les ministres et consorts, les secrétaires généraux. Nous comprenons également et nous sous-entendons donc le pouvoir judiciaire, les juges, les avocats et donc d'autres intermédiaires. Nous comprenons également donc le pouvoir législatif, à savoir les sénateurs et les députés. Ça c'est donc la population. Alors donc, moi, je me dis que c'est ce que je vois. Il y a une partie de la population, à savoir donc le bas peuple, qui travaille, qui fait son travail. Je pense que cela, on ne peut pas les condamner dans ce sens qu'ils ont les mains liées. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Par contre, cette partie que je viens de mentionner est en train donc d'être spectateurs. Ils ne font pas leur job. Donc, ils ne font pas leur travail. Alors, pour moi, je dis que donc la population en tant que peuple, les citoyens, les agriculteurs, les éleveurs, donc les enseignants, même donc femmes et hommes, et cela on les voit dans les rues, ils font leur travail. C'est beaucoup plus ce que nous appelons les lettrés, les éduqués, les scolarisés ou les intellectuels qui sont vraiment des marionnettes et qui sont en train de contempler donc tout ce qui est en train de se faire sur d'abord le bas peuple et sur eux-mêmes. Parce que je suis en train donc d'être abasourdi qu'un ministre soit traité donc, ou en général, soit traité comme un employé de maison. Oui, ça c'est une aberration. Alors moi je pense que le peuple fait, donc le bas peuple fait son travail, c'est une partie du peuple qui ne participe pas, et de deux, je suis en train d'imaginer que les voisins ne peuvent pas faire grand-chose. Quand vous avez des problèmes dans votre ménage, chez vous à la maison, le voisin ne fait qu'être peut-être spectateur. Par contre, le voisin ne vient que pour vous féliciter.
c'est vraiment au peuple rwandais de faire le gros travail et les voisins, à savoir les pays voisins ou la communauté internationale. Nous viendrons que pour donc les féliciter. C'est pratiquement cela mon intervention, si je peux donc dire quelque chose là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Bosco. On va aussi entendre Monsieur le ministre Joseph Nahayo. À vous la parole. Merci beaucoup, Flore. En fait, ce que je peux dire, bon, au peuple rwandais, c'est nous qui devons faire le travail nous-mêmes. Donc, ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas les pays limitrophes du Rwanda qui viendront faire le travail à notre place. C'est nous, le peuple rwandais. Je peux vous dire des choses. Madame Idamani, qu'est-ce qu'elle nous a demandé? Elle nous a dit, libérez-vous. C'est nous qui devons faire la révolution nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a un signe qui commence à se voir. Donc, vaincre la peur, sortir de la coquille de la peur. Maintenant, le peuple rwandais doit faire une révolution. Il faut s'indigner, il faut dire non à ce que l'OFP fait tous les jours. Tout à l'heure, vous avez montré une vidéo où la police, qui était en civil en plus, ils ont pris un jeune homme, ils l'ont mis dans un coffre de voiture, franchement, comme un sac de maïs, ça c'est pas normal. Donc, il faut que c'est l'occasion de la population de dire non, pourquoi vous prenez cet homme? Il faut le prendre correctement, il faut apporter un mandat d'arrêt, il faut le convoquer. Pourquoi prendre une personne comme des cailloux, comme un sac de cailloux? Maintenant, ça, c'est pas normal. Donc, il faut s'indigner, il faut dire non à ce que les actions qui ont été faites tous les jours au peuple rwandais, c'est nous qui devons dire non, stop, assez, c'est assez, donc voilà. Il faut faire une révolution pour trouver un pays en état de droit. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Joseph, pour vous terminer avec une belle phrase que j'aime. Assez, c'est assez. Il faut dire non, parce qu'on en a assez. On est vraiment encore très chanceux d'être avec la ministre de l'Éducation, Madame Claudine Oumoubiaye. Est-ce que vous pouvez saluer notre audience, Madame la ministre? Bonsoir à tout le monde, bonsoir, je suis très très heureuse d'être avec vous aussi ce soir. Je viens un peu en retard, vous savez, bon, il y a d'autres engagements, mais je suis très contente d'être avec vous, merci beaucoup. Et on va avoir une belle émission, vous avez déjà eu une très belle émission jusqu'ici, merci. Je vais juste vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. On s'est demandé quels sont les signes qui prouvent que le gouvernement au pouvoir est dans ces derniers jours. Tout le monde a eu vraiment à donner au moins un signe. Mais il y a l'abbé Thomas Naïmana qui a dit que l'absence de Paul Kagame, c'est parmi les signes qui prouvent que le gouvernement au pouvoir est dans ces derniers jours. Il y a aussi Jean-Jacques Bosco qui a ajouté aussi l'absence des institutions et la terreur aussi qui a été mentionnée par Jean-Jacques et par le ministre Joseph Nahayo. La terreur, on a montré une petite vidéo aussi de la personne qui a été kidnappée. Je pense que tu as vu circuler la vidéo. Oui. Ouais. En fait, c'est ça qu'on a dit en résumé. On peut te laisser la parole et aussi tu peux discuter. Dans le chat, il y a des gens qui disaient qu'absolument Kagame est mort parce qu'il n'apparaît que dans des vidéos manipulées que jusqu'aujourd'hui, on ne le voit pas là où il doit être. Notre Kagame qui aimait la table d'honneur. Et maintenant, c'est ce qu'on a dit en résumé. Ouais, merci beaucoup. Bon, moi, je pense que je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit.
l'absence de Kagame, bon, c'est évident parce que là où il devrait être à répondre aux problèmes des habitants, il n'est jamais là, il est juste sur les vidéos, ou bien il rencontre des étrangers et c'est pas là. Son travail, sa fonction, c'est de s'occuper des problèmes de la population. On l'a jamais vu sur le terrain en train de rencontrer les paysans, les habitants qui ont des problèmes. Alors moi, je me dis, s'il est vraiment là, il devrait être en train de faire son travail. Il fait pas son travail. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme vous disiez, il a toujours été là, au devant de la scène. Il aime bien se montrer, surtout montrer que c'est que lui qui travaille, que ce n'est que lui qui sait tout faire. Il était dans la justice, il était là. Il était dans les affaires sociales, il était là. Même dans l'éducation, il était là. Il était omniprésent et il était le seul à tout savoir faire. Alors, moi, je suis absolument sûre que le connaissant, il n'est pas là, il n'est pas en fonction absolument de faire son travail. Et nous, en tant que peuple rwandais, nous, ce qu'on attend, c'est d'un président qui s'occupe de nos problèmes. Alors moi, je pense que il faut absolument que tous les Rwandais, on soit conscients qu'on a le droit d'exiger qu'un président fasse ses fonctions. C'est évident, c'est notre droit. Alors on voit les gens qui nous disent mais pourquoi vous insistez à demander pourquoi c'est important, c'est très important, qu'on sache ce qui se passe. Alors une autre chose qui est aussi évidente, c'est que on n'a jamais vu un ministre, on n'a jamais vu un député, on n'a jamais vu personne qui s'exprime sur les problèmes vraiment les problèmes des habitants. Ils sont là dans les réunions en train de signer des arrêtés, des décisions. On les voit jamais en train de se prononcer sur les problèmes qu'ils sont payés pour résoudre. Donc, pour moi, ce gouvernement, ce régime est complètement absent. Alors moi, je me dis, qui a le pouvoir au Rwanda? C'est aussi un problème qu'on doit se poser. Est-ce que c'est les militaires? Qui a le pouvoir? Parce que ceux qui devraient faire leur travail, ils le font pas. Donc c'est pour ça, je pense que je suis venue, le ministre Nara, il le disait, quoi, parce que tous les Rwandais doivent savoir que c'est notre droit. Le pays, c'est le peuple. Donc, voilà, on doit prendre le Rwanda en main. Et puis, bon, la terreur, on le voit, la terreur partout, les kidnappings, les gens qui disparaissent, c'est un désordre total. C'est du n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de signes, en fait. Il y a beaucoup de signes. Et puis, moi, je dois dire aussi que les gens ont commencé à parler. Moi-même, au pays, on voit que des femmes qui sont violentées, ils le disent maintenant, ils le disent devant les caméras, parce qu'ils en ont marre de tout ce qui se passe, et ils se sont rendus compte que se taire ou pas se taire, de toute façon, il y a des conséquences. Donc, voilà, je pense que ce régime est à la fin et que on doit sans cesse, voilà, le souligner et voilà, et dire aux Rwandais que voilà, c'est maintenant qu'on doit prendre le pouvoir en main. Merci. Oui, je pense que vous avez répondu même à la deuxième question qu'on s'est posée, sauf si vous avez quelque chose à ajouter encore. On se demandait ce que la population rwandaise et les voisins doivent faire pour pousser le gouvernement au pouvoir à abandonner et laisser le pouvoir aux autres politiciens qui veulent la paix et la reconstitution du pays. Si tu as quelque chose à ajouter, parce que tu as quand même dit quelque chose. Moi, ce que je peux rajouter et ce que je peux encourager les Rwandais à faire, c'est de continuer de donner leur témoignage. Moi, je pense que quand on a commencé à parler de ce qui nous est arrivé, surtout pendant la guerre, les gens se sont rendus compte qu'en fait, ce régime qui disait être venu pour nous libérer, comme libérateur, c'est vraiment des mensonges. Ce mensonge sur le génocide, le mot génocide, le début du génocide, en fait, toutes ces choses-là, tous ces mensonges sont en train de fondre, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Continuez à donner vos témoignages,
pour que tout le monde se rende compte que, en fait, ce régime est un régime sanguinaire, il n'est ni pour les Tutsis, ni pour les Hutus, ni pour les Twa, et que, en fait, on forme un peuple, contre ce petit groupe-là, en fait, qui ne veut pas du bien. Donc, c'est quoi qu'on peut faire? C'est l'union. Tu sois rescapé Tutsi, rescapé Hutu, on a le même problème. Le problème, c'est un seul problème, c'est un régime qui ne nous veut pas du bien. Donc, réunissons-nous. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. Réunissons-nous pour vaincre, je dirais, l'ennemi qui nous fait que tuer les Rwandais. Avant de clôturer notre émission avec notre dernière question, je vais encore passer à travers les messages qui sont dans le chat. Un grand câlin encore à vous qui nous suivez, on vous aime beaucoup. Il y a Karinou Bibif qui nous dit, mais qui va payer les crimes qui se commettent durant cette absence du président? On se questionne, il y a beaucoup de questionnements. Karinou, on va essayer de... je pense que... on va essayer de vous répondre, mais c'est vraiment difficile et ce sont des questions qui sont très difficiles à répondre. Il y a Odette Mouka qui dit bonsoir. Dans les manifestations de soutenir le général Ida Mangé, on ne mentionne pas le fait que Kagame est mort. Et c'est ça le plus grand problème. Et qu'est-ce que vous en dites? Je pense que M. Jean-Jacques va nous en parler aussi. Il y a Chem qui nous dit nous vous remercions tous pour les efforts que vous mettez à rassembler des épreuves qui montrent que le FPR a construit sa politique sur le mensonge. Merci aussi. Il y a Karinou qui dit qu'est-ce qu'ils attendent pour officialiser la mort du dictateur rwandais? Et puis Kabila dit, et si Kagame Masque venait à Paris, Macron ne serait pas moins perturbé que Charles Michel? Ça, c'est une autre question. Il y a Kalinou qui dit encore, pourriez-vous, s'il vous plaît, demander à la France de prendre l'ADN de Kagame qui va venir afin d'identifier qui est cette personne qui joue le personnage de Kagame. Peut-être on pourra aussi lui demander d'enlever le masque. Peut-être que ça pourrait aussi être quelque chose de... Oui, on va voir. Il y a Odette qui dit, Roi Linda qui répond à Odette Mouka qui dit, Odette Mouka incroyable mais vrai. Le message de Ida Mangé, Yvonne est clair. Notre pays est dirigé par un cadavre. Nos frères et sœurs, s'il vous plaît, révolution. C'est ce qu'elle a dit. Il y a beaucoup de messages, vraiment. Pour le moment, je peux m'arrêter ici pour qu'on n'oublie pas les messages importants. Je vais lire si on a encore du temps. Je vous laisse la parole pour répondre en commençant par l'abbé Thomas Naïman pour la parole. Je commence par un petit commentaire sur l'histoire de masques parce que le Rwanda a l'expérience d'utiliser des masques en fait. C'est une information très sérieuse qu'on a découverte parce que parmi les témoignages que les rescapés des massacres du FPR dans le Nord ont donné, il y a une maman de Nyondo, originaire de Nyondo, qui disait qu'elle avait vu des blancs tirer sur les gens. Mais en fait, j'avais une information que je crois très sérieuse, qu'il y avait déjà l'usage de masques de blancs dans les rangs du FPR dès 1997. Ils avaient exactement un stock de 364 masques de blanc qu'ils utilisaient juste à des moments très précis qu'ils utilisaient pour tromper le peuple en fait. Et quand le peuple était dispersé, qu'ils étaient dans les forêts, eh bien ils prenaient leurs militaires portaient des masques de blanc et les gens croyaient qu'ils ne pouvaient pas mourir en présence des blancs. Et les gens revenaient parce qu'ils disaient il y a des blancs qui vont voir, qui vont nous protéger et on les massacrait. On a utilisé ces masques à Rugerero, à Maoko, ils ont utilisé les masques de blanc, de militaires blancs à Kibeho. Ils ont même eu le culot d'aller dans les camps de Mugunga avec des masques comme ça, et jusqu'à Tingiti. Et parfois, ils portaient même des pancartes de Médecins sans frontières, donc en étant blancs, alors que c'était des masques.
Alors si le président aujourd'hui commence à porter le masque, ou quelqu'un commence à porter le masque représentant le président, c'est pas nouveau au Rwanda, ils sont des menteurs nés, donc ça fait longtemps qu'ils mentent au peuple rwandais et qu'ils utilisent des masques non pas pour le bien du peuple, mais pour lui faire mal, quoi. Alors, donc pour la dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on attendrait plutôt de pseudo-autorités qui n'ont pas de pouvoir, puisque le pouvoir dépositaire du pouvoir c'était Paul Kagame qui savait l'exercer tout seul. On a tous dit qu'il était omniprésent, omnipotent, donc sans lui il n'y avait rien. Donc derrière lui le déluge, c'est ce qui s'est réalisé exactement. Mais avant de répondre à la question, vraiment, donnez-moi le temps le 18 au soir, s'il n'est pas à Paris, je ferai une émission de 4 heures et je ne ferai rien que de rire tout simplement. Invitez-nous, invitez-nous, on va venir t'aider. Vous êtes cordialement. Vraiment, on va rire toute la soirée parce que ce sera le dernier des signes qui décourage ceux qui espéraient. On a les élections de Paul Kagame qui n'attendra que le dernier jour, je ne sais pas quelle date là, mais les morts ne l'existent pas encore, de cette manière-là en tout cas. Alors, ce qu'on attendrait des autorités, c'est pas beaucoup de choses, c'est pas, mais il n'y a plus de choses en fait à attendre. Eh bien, s'ils étaient raisonnables, ils respecteraient la Constitution. Tout simplement, s'ils ne veulent pas plonger le pays dans la destruction, eh bien, ils respecteraient la Constitution de 2015, c'est-à-dire laisser le président de la Cour suprême déclarer la vacance du siège présidentiel déjà. Ce serait de l'honnêteté. Ils ont tardé à le dire, mais il faudrait le dire au peuple, pour que le peuple sache qu'ils n'ont plus de président. Et puis, laisser, disons, manager, comme Jean-Jacques Bosco dirait, disons, organiser la succession provisoire par le président du Sénat, qui a, par l'article 207 de la Constitution, qui a 90 jours pour préparer de nouvelles élections. Évidemment, quand on arrivera, les hommes politiques ont proposé autre chose, vu la situation lamentable du pays, vu le nombre de réfugiés, vu le nombre de prisonniers, alors, vu les problèmes d'entente difficile dans la population, de tension, eh bien, nous, on avancerait que pendant les 90 jours, le président intérimaire ne ferait que consulter le peuple rwandais et l'opposition en général, et bien pour mettre en place un gouvernement de transition de 18 mois au moins, afin de se donner le temps de résoudre les problèmes les plus urgents pour pouvoir organiser des élections, disons, crédibles. Et ces problèmes, c'est tout le problème des réfugiés, il faut les faire rentrer, le problème des prisonniers qu'il faut libérer, il y en a plusieurs qui sont là et qui n'ont rien à faire dans les prisons actuellement. Il y a le problème des lois et de la Constitution qui sont taillées sur mesure et qui empêchent les opposants comme nous de pouvoir participer à la vie nationale, à la vie politique nationale. Si ce problème n'est pas résolu, ça ne sert à rien de dire qu'on a remplacé Paul Kagame pour mettre notre Kagame, ça on ne va pas l'accepter. Et puis un problème très sérieux qui est diplomatique. Le Rwanda est très isolé de la région. Il est très isolé. Le Rwanda a des problèmes avec tout le monde, avec le Congo, avec le Burundi, avec la Tanzanie, avec l'Ouganda. Le Rwanda est enclavé, le Rwanda ne respire plus. Donc il faut vraiment prendre le temps de visiter ces pays, de dire qu'on tourne la page de Paul Kagame et qu'on a toute la bonne volonté de vivre en harmonie avec nos voisins, surtout qu'on a une communauté qui devrait être une communauté plutôt intéressant, plutôt très très utile, la communauté de l'Afrique de l'Est. Ça, on n'en a pas profité. C'est Kagame qui a mis tous les freins et qui a empêché cette communauté à pouvoir fonctionner à l'avantage des Rwandais. Donc, moi je m'attendrais que ça, s'il y avait cette ouverture, cette petite ouverture de l'espace politique, eh bien, le pays pourrait en profiter pour avancer. Sinon, c'est peut-être la guerre qui nous attend. C'est peut-être encore une catastrophe plus grave que ce que nous avons connu jusqu'ici. S'ils commettent des erreurs en ce moment, ils n'ont pas le droit actuellement. Si Kagame est mort, et j'affirme que moi je pourrais signer, puisque Kagame ne signe plus, de toute façon il faut quelqu'un qui signe. On va dire à Guinée de ne plus signer
Il faut un président quand même. Moi, je signerai qu'il est mort et puis qu'il soit remplacé. Je vous remercie. Comment dois-je signer? C'est son nouveau nom. Comment dois-je signer? Oui, en fait, ce que vous dites est vrai. Je ne sais même pas si je dois ajouter quelque chose. En fait, il n'y a pas très longtemps, Kagame avait prononcé dans son discours, je ne me rappelle pas exactement c'était quand, mais il avait dit qu'il ne va pas quitter le Rwanda. Au lieu de quitter le Rwanda, il va le laisser tel qu'il était pendant les massacres, pendant le génocide de 1994. L'atmosphère n'est pas bonne de toutes les façons. Ils trouvent qu'ils approchent de la fin, ils n'ont plus de Kagame. Ils commencent à détruire le pays. En tout cas, ils sont en train de dire ce qu'ils ont dit. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont dit. Ils sont en train de tuer les gens aux yeux de tout le monde. Ils s'en foutent. Ils n'ont même pas peur parce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont promis aux Rwandais, qui vont détruire le pays. Si on ne fait pas vraiment, si on ne prend pas la situation entre nos mains, on va mourir. C'est ce qui va arriver. Je vais donner la parole aussi à Docteur. Non. Flora, est-ce que je peux répondre à un commentaire que... Oui, vas-y. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé qui va payer ce que l'OFPR, les dégâts qu'ils font, que l'OFPR fait maintenant. Donc, je peux dire que, en fait, à ceux qui ont les maisons détruites par la clique de Kagame, à ceux qui ont les corps détruites par le FPR, récemment, les gens qui habitent tout près de Rusololo, ils ont vu les récoltes détruites par la clique, en disant qu'il y a le Chogam qui va soutenir à Kigali. Ils ont détruit les récoltes, tout ça, la population est en détresse, tout ça. Notre premier ministre Jean-Paul Nagala a dit que vous, la population, il faut recenser tout ce que vous avez perdu. De toute façon, le pouvoir n'est jamais absent. Quoi qu'il arrive, le FPR va être remplacé soit par notre gouvernement. Il faut donner la valeur chiffrée à ce que vous avez perdu. Le gouvernement qui va remplacer celui-ci va vous payer. En tout cas, ça, il ne faut pas en discuter. Vous serez payé parce que vous êtes des perdants, alors que vous ne devez pas être des perdants. C'est la clique qui devrait payer, mais bon, ils seront errés dans les pays limitrophes, je ne sais pas où, mais le gouvernement qui va remplacer celui-ci va payer. C'est le commentaire que je voulais ajouter avant peut-être. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Joseph Nahayo. On va aussi donner la parole à Monsieur Jean-Jacques Bosco. Je pense qu'il y a des questions aussi qui te concernent. Je sais, Karine, je ne me rappelle pas exactement la personne qui a dit à propos de Ida Mandié, Ida Mouvisa, comment on ne donne pas tout son message au complet. À vous la parole. Merci, Madame Flora Karenzi, ministre. Je vais être très bref, très rapidement. C'est comme nous sommes en train de faire une leçon de morale. C'est l'ancien dictateur Mobutu qui disait que quand l'ouragan arrive, quelle que soit donc la force du baobab, le baobab tombe quand même. Pour dire que nous, quelle que soit notre arrogance, quelles que soient donc nos forces physiques, mentales et également nos forces dues à notre armée, on meurt tout de même. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et je suis en train donc d'imaginer que les gens comprennent ce que je suis en train d'insinuer. Alors, donc, la question était, c'était de monsieur ou madame Karimou. Lui disait que qui va payer les crimes que donc le pouvoir en place est en train pratiquement de commettre. Malheureusement,
c'est le peuple qui paye les pots cassés. Pourquoi? Parce que le peuple paye des impôts, non seulement ça, il paye leur main-d'œuvre, en même temps, donc, c'est juste sur un petit bananier qu'on enlève une feuille. Donc, c'est pratiquement à la sorte du peuple. C'est la raison pour laquelle et le peuple, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda qui va payer tous les pots cassés. Les dettes qui sont en train, donc, disons, de contracter les dettes, c'est les impôts du peuple, c'est le Rwanda qui va payer. Alors, donc, c'est pour cela que tout à l'heure, on a rappelé la conscience du peuple, de la population rwandaise, y compris donc les soi-disant ministres, juges, armés, tout ça là. Voilà, c'est ça. J'ai déjà répondu à la question, c'est le peuple qui va payer malheureusement. Et alors, donc, peut-être j'ai répondu à ça. Et alors, qui va la mort de Kagame? Et une autre personne intervenant a posé la question de savoir pourquoi on était, il y a quelques heures, 4 heures de temps, à travers le monde entier, en Australie, en Afrique du Sud, si au Canada, aux États-Unis, donc en Europe centrale et en Scandinavie, Madame Claudine Oumoubié faisait partie de nos manifestations d'aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour lui dire mon remerciement et tout le monde la remercie d'être vraiment présente durant les moments-là. Et c'était donc vraiment chouette. Et c'est que nous, voilà ce que nous disons. Nous pensons que le président rwandais Kagame soit mort ou pas. Malheureusement, je vais nuancer. C'est pas ça qui importe. Parce que si à l'absence, donc, comme nous venons de le dire, donc, de tête dirigeante, il n'est pas là. Par contre, on cherche à déboussoler d'autres à côté. Parce que c'est les à côté qui ne nous disent pas quoi faire. Alors, ils sont en train de figurer. Donc, je pense que ça, c'est déjà répondu à plusieurs reprises, que ça fait 1 an et demi, que donc, il y a l'absence donc de gouvernance. Et c'est juste donc comment juste changer. Et je pense que vous, donc Madame la ministre de l'Information, Monsieur le Président Thomas Naïmana, et Monsieur et Madame les ministres Claudine Oumoubié et j'ai une mémoire courte, mémoire d'âne. Voilà, et l'autre ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, de penser à aller donc faire le remplacement. Donc je ne sais même pas ce que vous attendez, c'est à vous par contre de répondre à la question. Il faut donc que vous, comment appelle-t-on? Il faut que vous y alliez très rapidement. Donc je lance la balle dans votre dans votre champ malheureusement. Alors maintenant, à propos, Madame la ministre Claudine l'a dit, les Rwandais et les amis du Rwanda, sinon donc les Rwandais de la diaspora, ont besoin d'être unis parce que l'union fait la force. Alors donc, quand les gens s'unissent, et je suis en train donc de lancer un appel aux partis politiques, peut-être de faire une sorte d'opposition mouvance un seul parti, avec plusieurs composantes, voilà, c'est ce que madame, je pense, a semblé dire, mais c'est comme ça que moi je l'analyse. Mais enfin, à propos de ce que je peux dire à l'endroit du gouvernement ou des dirigeants rwandais, je pense que je ne dirai rien. Rien donc c'est R-I-E-N, parce qu'il y a l'absence donc d'autorité gouvernante. Pourquoi je dois donc leur adresser un message zéro? Par contre, et parce que s'il n'existait pas, pourquoi je vais leur dire, on a tout à l'heure dit que donc la crédibilité de ces dirigeants s'est effritée, autrement dit donc a disparu. Alors donc, et ils ont brisé les promesses qu'ils avaient donc faites au peuple rwandais et également au monde entier. Alors à ces gens-là, je n'ai aucun message à leur adresser. Par contre, moi je dis que à la population rwandaise, au peuple rwandais, leurs amis, de prendre les affaires dans leurs mains, et c'est ce que Ida Mandié a stipulé, a martelé
bah, malheureusement, elle est incarcérée, mais c'est ce que nous appelons des martyrs. Dans toute révolution, il doit y avoir des martyrs. Dans tout changement, il doit y avoir des gens qui se donnent. Malheureusement, il y a ceux également qui s'endorment et qui peut-être par accident de circonstances récoltent les fruits. C'est ce qui est dommage. Et par contre, je finirai par une phrase en disant que, et je l'ai toujours dit dans le passé, que ici où nous sommes à l'extérieur du Rwanda, ce que nous appelons la diaspora, les gens ont toujours peur d'exercer leurs droits même à l'endroit de leur pays d'origine, le Rwanda. Et je pense que ça, non seulement c'est décevant, c'est désolant, mais c'est également coward. Coward, c'est quoi coward, c'est quoi ça en français? C'est lâche. Voilà, donc je vous remercie. Peut-être les gens vont penser que je les ai insultés, mais je pense que c'est ma vérité et je vous remercie. Vous pouvez reprendre la parole, Madame la Ministre. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci aussi à Kadrinou qui a posé la question. Nous, dans notre gouvernement, le message est clair, c'est que Paul Kagame n'est plus parce qu'on ne le voit pas. Et aussi, on soutient le message de Ida Mandje qui a bien dit je pense qu'elle a reçu même l'information avant que la BE puisse en parler. Elle était au courant de la mort de Paul Kagame. C'est pas une menteuse, Madame Ida Mandje Ilijamuglisaïfon. Elle a bien souligné, elle a même demandé d'enterrer le corps de Paul Kagame. Je pense que c'est une femme de valeur, c'est une femme qu'on respecte beaucoup et on respecte tout ce qu'elle a dit à 100%. Je vous donne la parole, Madame la Ministre, pour ajouter quelque chose sur les commentaires. Voilà, moi je commence par le commentaire qui va payer les crimes qui se commettent maintenant. Moi j'ai envie de rêver qu'on va d'abord recenser leurs avoirs, leurs biens, parce que bon, ils ont quand même bien rassemblé plein de biens. Pardon, j'ai un enfant qui me dérange. Ouais, donc ils ont rassemblé plein de biens, ils ont bien volé, ils ont bien. Donc moi j'ai envie qu'on recense en fait leurs biens partout où ils sont, parce que ils doivent aussi remettre d'abord tout ce qu'ils ont volé au pays, au peuple rwandais, et puis voilà, qui vont aussi participer à payer, à repayer le peuple rwandais, parce que quand même on sait très bien qu'ils ont des richesses, ils ont des maisons, ils ont des choses partout dans le monde. Donc ça c'est très important qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire de ces biens-là. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour annoncer la mort de Kagame? Moi, je pense que, premièrement, ils sont très, très désespérés parce que ils se sont trempés dans des affaires obscures, ils se sont trempés dans des tueries, ils sont corrompus. Donc, vous pouvez imaginer qu'ils ont très peur d'être mis devant la justice. Donc, ils sont très, très peur. Donc, ils n'ont pas vraiment intérêt à céder. C'est pour ça qu'on voit qu'ils sont très désespérés. Vous voyez qu'une femme comme Ida Mandje, juste par le fait qu'elle a parlé, elle se retrouve en prison. Et vous voyez tout ce qu'ils font pour faire taire les gens qui disent la vérité. Donc, ils sont très, très désespérés. C'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas cesser de dire notre vérité sur ce qui se passe. Donc, je sais pas si c'était ça que tu voulais c'est ça que le commentaire que je peux dire, en fait. On doit continuer ce combat pour la vérité. Moi, je remercie vraiment la radio-télévision Isinijuru. J'ai vu l'émission, je pense que c'était hier, sur les gens dans le Nord qui ont donné leur témoignage. C'est très, très important parce qu'on entendait depuis un moment des gens qui commencent à nier les crimes qui se sont passés au Nord, par exemple. Alors, en donnant des témoignages comme ça, c'est vraiment pour leur dire, voilà, il y a des faits, il y a des faits concrets, arrêtez de mentir. Donc, voilà, disons notre vérité, c'est que nous pouvons nous dire notre vérité à nous, ce qui nous est arrivé, et pour faire partir ce régime
qui est en train vraiment de tuer, de détruire. Et ça fait 30 ans que ça dure. Donc, on en a assez, quoi. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. On va lire encore pas tous les messages, mais quand même, je vais lire quelques messages. Il y a alors Pelique qui dit il paraît que le masque de Kagame il paraît que le masque Kagame envoyé en Angola s'est mal comporté. Il a été trop hésitant. Il n'a pas respecté les consignes reçues avant de quitter Kigali. Kalinou dit justement Macron va être perturbé. Tous les services français qui sont possiblement mobilisés. Il y a Gaspari qui dit comment forcer les gouvernements occidentaux de déclarer la mort ou même l'absence du défunt Kagame. Kalinou dit pourriez-vous s'il vous plaît demander à la France d'installer les produits qui font fondre le masque. Bonne idée, Kalinou. Il y a Marie-Jeanne qui dit Marie-Jeanne Mukamuranga, le peuple doit se réveiller et agir avant qu'il ne soit pas trop tard pour se débarrasser du régime autoritaire. Il y a Cham qui dit très honteux pour toute une nation qui est dirigée par une marionnette masquée et épouser le mensonge. Il y a Kabera qui dit bébé faux, espérons que Paris connaît la vérité et n'a pas cru à cette comédie. Il y a Joël qui dit très très triste de voir un intellectuel comme Jean-Jacques s'associer à ce fou. Non, j'avais pas vu vraiment, j'allais pas lire le message méchant comme ça. Nous, on lit seulement, on ne lit que des messages gentils. Ça, vraiment, c'est comme, vous ignorez ce que j'ai dit. Il y a Karinou qui a dit, je crois que l'avenir du masque est presque 70% sûr, mais les 30% ne sont pas non plus à négliger. Oui, c'est vrai, c'est très intellectuel ça. Il y a Steve qui dit c'est un imposteur ignitif les derniers jours seulement. Ils vont faire subir au peuple le supplice de famine sans précédent. Il ajoute encore ces imposteurs, non, c'est le même message. Il y a Vegas qui dit je vous félicite, monsieur l'abbé Thomas Naïmana, pour l'intervention que vous avez faite aujourd'hui. Aussi bravo au ministre en vous appuyant dans vos biganiros. Bon travail dans vos émissions. Merci beaucoup. On ne va pas lire tous les messages parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On vous remercie. Il y a Mimosa, c'est le dernier message que je vais lire. Mimosa qui demande comment ce pays va se révéler s'il est gouverné sur de base de mensonges. Cette situation dure longtemps et le peuple pleure, crie sa douleur et ses affamés. Il faut se révéler, crier notre liberté. Oui, c'est une très bonne idée. On va continuer avec la dernière question aussi. S'il y a un commentaire à ajouter sur ces commentaires-là, allez-y, n'hésitez pas. La dernière question, c'est pas une question en fait, c'est un message que vous allez donner aux dirigeants et les alliés qui ne veulent pas lâcher. On commence toujours par notre abbé, notre président du gouvernement rwandais en exil, abbé Thomas Naïman, à vous la parole. Alors, pour un gouvernement totalitaire comme nous l'avons connu depuis 27 ans, on ne pouvait pas attendre une alternance pacifique et démocratique. Ce serait chercher du lait du côté des boucs ou des... Voilà, donc on ne peut pas attendre cela. Mais le peuple a toujours de la chance. Dieu est toujours du côté du peuple. Actuellement, il est très très difficile de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir et d'installer un nouveau Kagame. Ce sera très très compliqué pour eux. De toute façon, ce sera la guerre. S'ils font ça, s'ils commettent cette erreur-là, ce sera la guerre.
Alors, à mon avis, les étrangers, les alliés du Rwanda, ils savent. J'ai eu à profiter d'une information et c'est parce qu'on était en train de sensibiliser des médias internationaux à ne pas nous laisser dire la vérité comme nous le faisons chez nous sur nos chaînes parce qu'ils avaient fait passer, quand je dis ils, c'est donc la clique autour de Paul Kagame, la clique avait fait passer le message comme quoi si le peuple savait que Kagame était mort, ce serait un génocide, un nouveau génocide directement. Vous voyez comment ils sont malins. Donc les étrangers, les grandes puissances savent qu'il y a un problème au Rwanda. Ils savent que ça finira par exploser, disons, mais ils attendent que le Rwanda que les Rwandais puissent trouver une solution eux-mêmes. Alors, vous les connaissez, nos amis européens, américains, ils s'occupent bien, très bien de leurs intérêts. Ils savent prévoir sur plusieurs années. Et quand par malheur, il y a une surprise comme ils en ont actuellement, ils ont à faire face à une surprise de la disparition de Kagame, qui a plutôt donné des signes avant parce qu'il a été malade. Il a fait même assassiner un médecin, son médecin personnel. Mais il n'y croyait pas. Kagame était tellement fort, il montrait sa puissance que les gens ont cru qu'il était éternel peut-être. Mais on ne trompe pas. Docteur Gassa, vous voulez dire? Oui, le docteur il a été assassiné parce qu'il en savait trop sur la santé déclinante du président. Et là, donc, les alliés ne me font pas peur. Ce qui me fait de la peine, c'est de voir que les Rwandais ne se réveillent pas, disons, l'intelligence rwandaise ne se réveille pas assez rapidement, qu'ils ne prennent pas tout de suite la mesure de la situation qui est très dangereuse en fait, et que ça peut nous retomber dessus et y perdre énormément. Donc les alliés, eux, ils savent. Donc ils ont certainement pris les dispositions. Vous les connaissez, des officiers de l'armée, de la police, ou besoin qui soient raisonnables. Il faudrait qu'il y en ait qui soient raisonnables du côté des autres institutions de l'Assemblée nationale, côté député, côté sénateur, côté gouvernement, disons l'arbre de gouvernement qui était celui de Paul Kagame. Il faudrait qu'il y ait une équipe qui essaie de sauver le pays quand même. Et on ne sauvera le pays qu'en disant la vérité sur l'absence de Paul Kagame et qu'en appelant le peuple à s'unir, à se rassembler, et bien pour passer à autre chose, pour organiser la succession pacifiquement et démocratiquement si possible. Mais tout en sachant que c'est trop demandé par rapport à ceux qui sont au pays. On finira de passer par la guerre ou par la violence. Hein. Ce n'est pas moi qui veux de la violence, au contraire. Mais s'ils continuent de se comporter comme cela, n'attendons rien du tout de nos alliés pour nous aider, pour nous apporter des solutions. Il n'y a rien à attendre, à mon avis. Et bien voilà. Des autorités, s'il y en a qui sont raisonnables, c'est bon. Le peuple, ce sera une chance pour le peuple. Mais j'ai peur, je crains qu'il n'y ait personne qui soit, puisque Kagame n'a préparé personne, je crains qu'il n'y ait personne qui soit à la hauteur et qui ait le pouvoir nécessaire pour arrêter une fin tragique. Malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, l'abbé Thomas Nahimana. À vous la parole, monsieur Jean-Jacques Bosco. Quel message vous allez donner? Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Ma réponse, je l'ai déjà ébauchée précédemment, je l'ai déjà, disons, dite. J'ai dit que aucun message à l'endroit des gouverneurs parce que l'absence de gouvernement dit qu'il n'y a rien. Par contre, je dis, j'adresse mon message au peuple donc rwandais et également aux gens, je pense, de cœur et en même temps aux gens qui aiment la paix, qui aiment la liberté, la démocratie, comme Madame Claudine Oubie donc l'avait dit, de s'unir. Quand on conjugue toutes les forces, et on devient fort. C'est donc le parabole, si nous le dictons, de 7 bâtons du vieillard. Donc, quand tu as 7 bâtons, c'est difficile de les briser ou de les casser. Mais quand tu as un seul bâton, c'est très facile.
Et alors, donc, à ceci, je dis qu'il faut quand même que même malgré les dissensions, malgré les différentes personnalités, malgré les différents intérêts, donc, dans l'intérêt supérieur du pays, le Rwanda, et pour ceux dont le pays, bon, dont la nationalité est toujours rwandaise, et également, et pour ceux dont les origines sont rwandaises, donc d'être stimulés quand même d'avoir connu ou de connaître un pays paisible où donc tout le monde a des droits. Et voilà, donc c'est ça que moi je peux dire. Alors, il ne faut jamais lâcher. Il ne faudra pas que donc les gens soient lésés. Il ne faudra pas non plus que les gens donc, comment appelle-t-on, se sentent indifférents, mais également, comment appelle-t-on, je l'ai dit, fainéant, mais je retire le mot fainéant. Voilà, non, c'est ce que moi je dis. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir convié à ce débat que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire grosso modo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Jacques Espo. Avant de passer la parole à Monsieur le ministre Joseph Nahayo, j'aimerais inviter vraiment tout le monde qui nous écoute de partager ces émissions. La raison pour laquelle on fait les émissions en français, c'est pour les partager aux gens, aux étrangers qui ne parlent pas la langue rwandaise, pour qu'ils puissent nous écouter, qu'ils puissent nous entendre, et puis demander des explications à leur gouvernement, à leurs autorités qui financent les actes criminels, tout ce qui se passe au Rwanda, c'est les taxes, c'est leurs impôts qui sont utilisés pour aller financer la criminalité, l'enlèvement, le kidnapping, c'est l'enlèvement, et aussi toutes les criminalités qui se passent là-bas. C'est juste les impôts, c'est juste les taxes des citoyens qui sont utilisés. Vous pouvez demander à vos gouvernements, à vos autorités, demander de ne pas continuer à financer toutes ces mauvaises actions. Je vous passe la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Flora Karenzi, de m'accorder encore une fois la parole. Donc, moi, je vais donner un message à la clique qui est au pouvoir à Kigali maintenant. Donc, la chair au reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher au pouvoir qui ne leur appartient pas. Donc, le pouvoir appartient au peuple rwandais. Donc, ce que nous disons tous les jours, c'est qu'il faut nous inviter, donc ça veut dire l'opposition qui est à l'extérieur et à l'intérieur du Rwanda, de s'asseoir ensemble et regarder et discuter sur l'avenir du pays après Kagame. Parce que s'il continue, il crée leur ton. Je suis désolé de le dire, vous la clique, lâchez le reste, donnez-nous le pouvoir parce que le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple rwandais. Ce n'est pas le pouvoir de Kagame, ce n'est pas le pouvoir familial, ce n'est pas une propriété privée de Kagame et à ce qui est autour de lui, c'est le pouvoir du peuple rwandais. Donc, maintes fois, on vous dit, appelez-nous, nous sommes ouverts, nous sommes prêts à discuter avec vous comment nous allons diriger nos pays pendant les années à venir. Donc, c'est ça le message que je donne à la clique qui a le pouvoir maintenant. Et aux alliés ou je ne sais pas quoi, aux lobbyistes du FPR, l'État se révolue. Maintenant, nous sommes éveillés. Tobiaweya en anglais, comme on dit. Donc voilà, nous sommes éveillés. Maintenant, nous savons lutter pour notre liberté. Nous ne sommes pas à l'époque féodale où le peuple va subir des conséquences de manifestations, de violences sans rien dire. Maintenant, nous commençons comme on dit. Donc, nous sommes prêts à lutter pour nos libertés. Voilà. Mais bon,
Ce que nous attendons de vous, c'est nous appeler et discuter pour choisir notre liste. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avant de donner la parole à Madame la ministre, j'aimerais aussi inviter à tous les voisins, les Congolais, les Burundais, tous les voisins qui veulent venir se joindre à nous dans les émissions en français pour qu'on puisse dénoncer tout ce qui se passe là-bas, parce que on sait que notre pays a une main cachée dans tout ce qui se passe dans les pays voisins. À vous la parole, Madame la ministre. Votre message, s'il vous plaît. Alors moi, j'avais d'abord un message aux Rwandais spécialement qui sont dans la diaspora, je veux dire, nous tous qui habitons à l'étranger, qui n'habitons pas au Rwanda, surtout ceux qui ne se sont pas encore ralliés à notre cause, ça veut dire au changement au Rwanda. Moi, je parle souvent à certains qui me disent, écoute, moi je vais au Rwanda, ou moi j'étais bien au Rwanda, ou moi je me dis, mon Dieu, mais il faut vraiment arrêter parce qu'il faut en fait couper cette chaîne qui nous relie, qui fait qu'on n'avance pas, on a besoin de tout le monde. Moi je pense que les biens que quelqu'un a ils sont pas plus importants que la liberté du peuple qu'un pays libre. Donc moi je pense qu'il faut vraiment pour le moment oublier ces biens-là. Vous les aurez quand les choses seront en règle, mais c'est ce que je voulais dire aux Rwandais qui se disent, bon, écoutez, on a des biens, on va au Rwanda, on va en vacances au Rwanda. Moi, je pense même c'est de donner à ce régime de la légitimité, quoi, pour aller là-bas ou bien aller demander, supplier pour ses propres biens et aller s'agenouiller pour avoir ses propres biens. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça, quoi. Moi, personnellement, j'ai arrêté ça. Je peux pas leur donner de la légitimité, quoi. Je peux pas y aller. Je peux pas aller leur demander les biens de mes parents. Pourquoi je vais leur demander des choses qui m'appartiennent? Donc, moi, je dis ça. Voilà. C'est influencé, c'est pas une raison de pas se rallier à cette révolution qui commence. Alors moi j'ai aussi un message aux Rwandais qui sont au Rwanda. Je sais qu'ils sont sous pression, je sais que la vie est très difficile, mais j'ai envie d'appeler à ne pas tomber dans le même piège que en 1994, là où on s'est lancé dans la violence. J'ai envie qu'on ne tombe pas dans ce piège. Parce que moi je trouve qu'il y a des signes qui montrent que même ce régime est en train de tout faire pour en fait vraiment rendre les paysans ou bien les citoyens vraiment à bout, les amener à bout. Donc moi, ne tombez pas dans la violence. Nous allons résoudre ce problème-là sans la violence. Ne tombez pas dans la violence, s'il vous plaît. Alors, aux alliés, eh bien, même si on disait Monsieur le Président dit qu'on n'a rien à entendre d'eux, mais j'ai envie quand même de leur dire qu'on va crier haut et fort qu'ils sont complices de tous ces crimes qui sont en train de se passer au Rwanda. S'ils ne font rien, ils sont complices. C'est ce qu'on a voulu faire aussi aujourd'hui en parlant avec les pays du Commonwealth. On leur a dit que vous voulez aller au Rwanda faire des réunions dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui détruit les semences des habitants. Donc, ils sont complices, même si ils sont complices, un jour ou l'autre, ils vont répondre à ça. Et vous venez de le dire aussi, Madame la ministre, Madame Flora, vous venez de le dire, qu'il faut écrire, il faut à ces gouvernements, informer les peuples, les citoyens de ces gouvernements que leur argent sert à financer une mafia qui est criminelle au Rwanda. Merci. Je m'excuse, mon micro était fermé. Merci beaucoup, Madame la ministre. J'ai une question vraiment qui vient par curiosité à poser à notre président. Je me demande, il y a des gens qui abandonnent les biens, qui disent, moi, je préfère vraiment être juste, je préfère de la justice au lieu de courir derrière les biens et laisser les gens mourir.
Et puis je me demande est-ce que ces gens-là, quand vous allez être au pouvoir, quand vous serez au bureau, là, vous allez juste régner, est-ce que vous pensez que ces gens-là vont être dédommagés? Est-ce que les biens qui sont en train de perdre, ils vont récupérer ça? Est-ce qu'il y a un message d'espoir que vous pouvez donner aux gens et aux autres personnes qui ne veulent pas lâcher? Il y a un message que vous pouvez donner à ces personnes-là? Alors, pour répondre un peu de mots à cette question, il y a un principe que j'aime beaucoup, beaucoup. Il se trouve dans la Déclaration universelle, non, dans la Déclaration française des droits de l'homme de 1789. Déjà, les autres savaient ce que nous ne pratiquons pas aujourd'hui. C'était l'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La propriété n'est pas quelque chose avec lequel il faudrait jouer. Regardez un tout petit peu en arrière, voyez les gens qui sont partis dans les années 59 et 60. Ils sont revenus en 94, ils ont quand même réclamé leurs biens. Et ils en ont profité évidemment pour tout rafler et pour prendre ce qui n'était même pas à eux. Mais les biens, c'est un principe imprescriptible. Donc personne ne va dire que vos biens ne sont pas vos biens. Ils vont payer tout ça. Ces gens, laissez-les, ils en profitent pour abuser des biens qui ne sont pas les leurs. Ils emmagasinent des biens qu'ils ont volés aux autres. Ils ont des comptes en banque, au Rwanda comme à l'étranger. Mais tout ça, dès que le pouvoir change, on les ramène dans le pays. On peut toujours dédommager les gens qui ont perdu leurs biens dans des situations comme les nôtres. Et on n'y échappera pas. Aucun gouvernement ne pourra penser qu'il ne pourra esquiver ce problème. Parce que les dégâts sont énormes. Nos amis Inkotani, on n'a pas cherché un petit prénom, un petit surnom en français. Les Avantara, on a oublié de trouver un petit surnom en français. Bon, on va s'en occuper. Mais ces Avantara-là, ils ont cru qu'ils tombaient dans une terre conquise, ou qu'ils étaient les premiers à arriver sur le sol rwandais. Ils ont volé les vaches, ils ont pillé les vaches, ils ont pillé les maisons, ils ont pillé tout, en croyant que qu'ils n'allaient pas vraiment rendre compte de ce qu'ils font. Ils se trompent et c'est pour bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup. Demain, j'en profite d'ailleurs pour vous inviter à une émission qui va parler de ces mafieux. Demain, à 18h de Paris, 18h de Kigali, il y aura une émission, c'est à la radio Ikamba, je pense. C'est Ikamba? Non, c'est Nijuru? Je pense que c'est Oui, c'est Isini Julu TV. C'est Isini Julu TV. Il y aura vraiment une très belle émission. On va parler de ça. Il y aura des personnes. En tout cas, ça c'est. J'aime quand même les surprises aussi. Ça, une très belle surprise. Ça va être une très belle surprise. Vous allez voir, il y a des personnes qui vont parler de leurs propres expériences. Et vous allez apprendre beaucoup. Et je pense que ça va donner aussi des leçons aux gens qui ne veulent pas lâcher, qui disent moi j'ai des biens, je vais toujours retourner à Kigali. Ils vont vraiment comprendre que ça vaut la peine de lâcher. Vous allez récupérer tous vos biens un jour. Et ce n'est pas, comme notre président vient de vous le dire, c'est très bientôt. Si il n'y a pas quelqu'un qui veut acheter quelque chose, on va clôturer l'émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait acheter quelque chose? Bon, c'était toujours pour en profiter pour vous dire, madame, encore une fois, joyeux anniversaire. Bientôt, vous allez prendre un an de plus, mais c'était un an de sagesse. C'est pas grave. Bon, mais on vous souhaite toute la jeunesse nécessaire, que cette jeunesse dure encore longtemps pour pouvoir travailler pour le peuple rwandais. Ah, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, je vous aime beaucoup. En tout cas, vous êtes ma famille, ma vraie famille. Je ne sais pas si sans vous, je ne suis, j'ai pas de vie, quoi. Mais il faut quand même vous reposer, hein. Il faut vraiment un peu vous reposer. Beaucoup, madame. Elle travaille beaucoup, madame la ministre. Vraiment. Bon. On va clôturer avec la belle chanson de notre Masao Nyangezi qu'on aime beaucoup. On va mettre la chanson.
basaterekerwa bate basaterekerwa